La question des combats essentiels pour l'Afrique, elle est importante. Tout d'abord, on constate quelque chose, c'est que il y a aujourd'hui une pluralité d'actions. Par exemple, on se bat un peu partout, on débat un peu partout du franc CFA, de la monnaie africaine, de la lutte contre les APE, les accords esclavagistes avec l'Union européenne, où on veut se confronter à la gigantesque puissance industrielle qu'est l'Union européenne, avec des économies agricoles. L'Union européenne, rappelons-le, si vous additionnez les économies des 27 ou des 28 avec la Grande-Bretagne, vous avez sans aucune contestation la première économie mondiale, et ce n'est pas du tout les Chinois ou les Américains, c'est lorsque vous prenez les pays européens indépendamment que les Chinois et les Américains sont en tête, l'Allemagne étant à elle seule la 4e puissance économique mondiale. Il y a derrière cette pluralité de combats et de discussions, il y a tout d'abord le combat du néo-panafricanisme depuis des années sur ces thématiques essentielles, et il faut rendre justice à César, rendre à César ce qui revient à César, et à Afrique Média ce qui revient à Afrique Média. C'est Afrique Média qui a conscientisé les masses africaines dans un nombre important de pays, pas seulement dans l'ex-Afrique francophone. Vous savez que je voyage souvent de l'Europe vers l'Afrique et les distances obligent à des escales. Je fais souvent escale au Kenya ou en Éthiopie ou encore, par exemple, à Casablanca au Maroc. Je suis approché par des Africains qui me connaissent par la télévision de tous les pays et je constate que la conscience de tous ces Africains, elle a été éveillée, ils ont été conscientisés par Afrique Média. C'est un phénomène historique important parce que c'est une nouveauté dans l'histoire moderne. Jusque-là, on était sur la théorisation de Lénine, que les organisations d'avant-garde, il parlait des partis révolutionnaires, mais ça concerne aussi les think tanks, ça concerne aussi ce qu'on appelle aujourd'hui en géopolitique les acteurs transnationaux, comme Merezo par exemple. Lénine disait que c'était eux qui apportaient la conscience aux masses de l'extérieur, que les masses ne pouvaient pas y accéder. Avec Afrique Média qui a conscientisé les masses africaines, ce ne sont plus les masses qui suivent les élites, mais les masses africaines qui précèdent les élites africaines. S'il y a un nombre important de chefs d'État, et il ne faut pas les critiquer s'ils viennent parfois de loin, si un nombre de chefs d'État se tournent vers les thématiques, même timidement, du néo-panafricanisme, si un certain nombre de chefs d'État suit maintenant Afrique Média, c'est bien, parce que ces masses existent, parce qu'elles exercent une pression qu'on ne peut plus dissimuler. Il faut simplement aller voir dans les couloirs de l'Union africaine le respect dont est entourée Afrique Média pour comprendre ce qu'elle représente, pour comprendre quel est le porte-voix de ce qui était jadis une Afrique des sans-voix et dont la voix porte aujourd'hui. Même l'ennemi parle de nos thématiques. Vous voyez aujourd'hui Macron qui parle du CFA, qui a d'ailleurs un plan pour sauver le CFA. C'est la grande CEDEAO élargie au Maroc, et la monnaie unique de cette CEDEAO élargie à tous ces pays, c'est en fait, il faut bien le savoir, avec la complicité des Marocains, du Sénégal, avec la complicité de Ouattara, c'est en fait le franc CFA qu'on veut faire vivre une troisième vie sous un nouveau nom tout simplement. C'est une escroquerie de plus. Il y a Georges Soros. Georges Soros finance, planifie un certain nombre de groupes de jeunes dans le combat contre le franc CFA. Pas pour des raisons philanthropiques, c'est un requin dans le domaine des mines et de la finance, mais parce que lui n'y croit pas et il pense que l'abandon du CFA va conduire à un chaos qui lui permettra de bâtir un nouveau franc, un nouvel empire économique. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit Macron, Soros, sa galaxie, ses réseaux, tous ces gens parlent du franc CFA, même le monde dont dépend le Monde Afrique, financé aussi par Georges Soros, a consacré un colloque à ce franc CFA pour noyer le poisson, mais la thématique est entière là. Nos ennemis n'ont pas le choix de ne pas en parler. Simplement, les Africains doivent retenir quelque chose. Il ne faut pas être dupe de ces gens et il ne faut pas croire que nous avons de nouveaux amis. Il y a le cas actuellement de l'Italie.
L'Italie, c'est une puissance qui s'est lancée à la recolonisation de l'Afrique. Cette soi-disant Italie anti-système, elle est à la botte de Donald Trump, qui a aidé à son émergence, et elle est derrière l'OTAN. Eh bien, les Italiens attaquent violemment le franc CFA en ce moment, simplement parce qu'ils sont devenus les rivaux en Libye, en Éthiopie, vous avez vu où Macron est aussi en Somalie, ils sont les rivaux de la France pour des questions économiques, etc. En Libye, il y a une guerre sans merci entre la multinationale du pétrole étatique italienne Eni et la multinationale du pétrole Total pour le contrôle des champs pétroliers. Je le répétais, il faut utiliser tous ces gens qui voudraient nous utiliser, nous, mais il ne faut pas être nous. Il y a les combats qui sont connus dans l'Afrique francophone. Le combat, l'Afrexit CFA, mais qui n'est qu'un élément, une bataille pour la monnaie africaine, il ne faut jamais l'oublier. Il y a le combat contre les accords particuliers économiques de l'Union européenne, les APE. Les APE et le franc CFA, c'est les deux revers de la même monnaie néocoloniale et esclavagiste. Dans les pays anglophones, il y a également des combats. Il y a eu le combat du Zimbabwe pour s'affranchir du Commonwealth, le combat que Yahya Jammeh avait fait, qui malheureusement a été abroché par le nouveau président Adama Barrow, avec son passeport britannique qui a rejoint le Commonwealth. Il y a le Rwanda de Kagame qui a adhéré à ce même Commonwealth. Il y a le combat, par exemple, des combats locaux dans de grands États africains, qui sont des combats qui sont quand même malgré tout menés pour toute l'Afrique. Le combat des Economic Freedom Fighters de Julius Malema, par exemple, pour que les Africains noirs en Afrique du Sud aient enfin la possession des terres qui restent aux mains des Blancs à plus de 80%. Tous ces combats, il ne faut pas non plus oublier que parfois certains combats sont abandonnés, ils sont noyés à cause de l'Union africaine précisément. On a le cas de l'Afrexit CPI. L'Afrexit CPI, ça reste une cause panafricaine essentielle, mais il n'a été accompli que par le petit Burundi. Le reste, ça a été étouffé par Kagame et compagnie, par ceux qui, sous prétexte d'offrir un futur à l'Afrique, sont en train de l'étouffer. Il faut qu'entre tous ces combats existe une synergie. L'important, c'est qu'existent des masses africaines qui soutiennent globalement je dis bien les combats pour l'Afrique. C'est qu'existe un climat de résistance, que la soumission ou la fatalité n'existe plus. Je vais dire un dernier mot dans ce domaine, parce que je parlais de l'ennemi intérieur, mais je pense que c'est le premier des combats. Tout d'abord, il y a le combat à l'intérieur des têtes. Le combat contre la culture occidentale qui pénètre les teintes africaines avec les modes d'Hollywood, dont notamment le rap, qui n'est pas une musique africaine, même s'il a des racines. Le rap aujourd'hui, il est pratiqué des États-Unis par des chaînes capitalistes comme MTV. Et le but, c'est d'offrir la vision capitaliste du monde, la vision américaine. Il y a les productions d'Hollywood, il y a les séries télévisées, il y a tout cet univers culturel qui combat les cultures africaines, et c'est là son but. Derrière la globalisation, il y a une globalisation culturelle, c'est l'américanisation des esprits dans le monde. La deuxième place de ce combat, je parlais de l'esprit intérieur, je vais dire ce que j'entends par là, et vous allez voir qu'on va retomber pragmatiquement dans les combats économiques. Lorsque Muammar Kadhafi, dans les années 2000-2005, essayait de lancer l'Union africaine, il avait pour but les États-Unis d'Afrique, avec un nationalisme économique, une monnaie africaine, il parlait du dinar or, garanti sur des réserves d'or. On oublie toujours ce garantissement de la monnaie par les États, qu'il ne faut pas confondre. On m'a opposé cet argument qui n'a rien à voir avec les garanties bancaires qui concernent des transactions privées. Qu'est-ce que c'est la garantie d'une monnaie? C'est soit une autre monnaie, hélas c'est le dollar actuellement, ou l'euro dans le cas du franc CFA, mais ce sont des réserves de matières précieuses, de diamants, d'or, qui garantissent la convertibilité de la monnaie. C'est une étape essentielle dans l'établissement d'une monnaie africaine.
À partir de ce moment-là, Kadhafi a été immédiatement combattu par les puissances occidentales et en particulier par les États anglo-saxons en Afrique. Les Sud-Africains ont lancé à l'époque une initiative privée qui était le NEPAD. Le NEPAD, qu'est-ce que c'était? C'était l'Afrique dans la globalisation libérale contre le nationalisme économique africain de Kadhafi. J'ai bien connu ce combat puisque j'y ai participé dans ces années 2000-2005 aux côtés des camarades libyens. Lorsque la Jamaïria a été détruite, lorsque la voix de Kadhafi a été étouffée, on a abandonné tout son programme. La Banque africaine de développement aujourd'hui, c'est un organisme capitaliste confié sur les institutions de l'Union européenne et du FMI. Ça n'a plus rien à voir avec cette Banque africaine de développement, avec des capitaux africains que Kadhafi voulait établir. Et on a fait du NEPAD quasiment un organe officiel de l'Union africaine. Au dernier sommet d'Addis Abeba, et c'est l'œuvre de Kagame, qui est un agent de ces puissances anglo-saxonnes qui ont créé le NEPAD, a confié au NEPAD la prospective pour ce que l'Union africaine appelle l'émergence 2063. Cette émergence, à qui Kagame en a-t-il confié l'étude? Vous allez rester sans voix, moi je l'ai été au sommet d'Addis Abeba en lisant les documents. On a confié à des think tanks américains liés à des universités américaines l'étude prospective pour l'émergence de l'Afrique et bien entendu, ce sont ces documents qu'utilise le NEPAD. Il faut dire quelque chose, c'est que le but du NEPAD, l'émergence c'est quoi? C'est comme la zone africaine de libre-échange, c'est un grand marché africain, une Afrique sans industrie lourde, une Afrique même sans industrie tout court, où l'accumulation primitive du capital n'est pas possible. C'est cette Afrique qu'on va ouvrir comme un grand marché sans frontières aux puissances extérieures, aux multinationales des États-Unis et de l'Union européenne. S'il n'y a pas d'industrie lourde, s'il n'y a pas des étapes de démarrage, il n'y a pas d'émergence africaine, ni en 2025, ni en 2040, ni en 2063. Quelles sont ces trois étapes? C'est la constitution d'un grand marché intérieur, libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, mais ce qu'oublie le NEPAD et l'Union africaine, avec des frontières extérieures, douanières, extrêmement puissantes, on taxe tout ce qu'on ne produit pas au sein de ce marché africain. Deuxième chose, c'est la création d'une union douanière. C'est là-dessus que s'est bâti par exemple la CECA puis la Communauté économique européenne. La devenue Union européenne, elle est partie vers un échec parce qu'elle n'a pas fait l'étape suivante qui était la création d'un État multinational. La troisième étape, et il faut aussi réfléchir à l'échec de l'Union européenne qui a oublié la quatrième, c'est la monnaie unique. Il faut une monnaie africaine. Il faut que celle-là soit utilisée à l'exception de toute autre monnaie, franc CFA, euro ou encore dollar comme dans certains pays africains. Eh bien, la quatrième étape, une fois qu'on a fait ces trois étapes-là, vous allez voir, l'Afrique va s'industrialiser, il y aura une industrie lourde. C'est pour ça que ce que j'avais abordé en entième de cette émission, il faut résoudre le problème de l'industrialisation de l'agriculture africaine pour dégager les masses nécessaires à la politique et à l'emploi industriel. La quatrième étape, c'est celle qu'a raté l'Union européenne, c'est celle que l'Afrique ne devra pas rater, c'est la création des États-Unis d'Afrique, d'un État panafricain fédéral, voire d'un État panafricain unique. C'est cela les enjeux de tous ces combats africains. Ils sont indispensables parce qu'il faut partir de quelque part. Moi, je suis persuadé que c'est de la synergie, de la convergence de toutes ces luttes qui sont parfois des luttes locales que surgira la grande étape décisive de l'indépendance africaine.